Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Nosnos. Ahla wa sahla fikum. Aujourd'hui, on va interroger quelqu'un qui vit différemment sa double culture. Si on doit le définir par ses origines familiales, il est franco-vietnamien. Français par sa mère, vietnamien par son père. Il n'est pas libanais de sang, mais carrément libanais de cœur et même libanais par alliance, littéralement. Je ne laisse pas le suspense durer plus longtemps, il s'agit bel et bien de Thomas. Alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Thomas, c'est mon mari. Alors pourquoi l'interroger lui ? Au-delà du fait qu'il soit facilement accessible parce qu'on vit sous le même toit, Thomas a une expérience de biculture très différente de la mienne et je trouve ça très intéressant de l'écouter raconter son histoire. Ici, on aime montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre sa double culture et je pense que son vécu devrait parler à pas mal d'entre vous. En bonus, on va même aborder le mix franco-vietnamo-libanais, peu expérimenté, mais on l'espère prometteur. Mais comment on pourrait appeler un nosnos qui rencontre une nosnos née dans le même pays ? Vous avez 4 heures. Thomas a des grands-parents paternels vietnamiens et des grands-parents maternels français. Ses grands-parents vietnamiens arrivent en France entre les années 50 et 60 et posent leurs valises dans le Val d'Oise. La partie maternelle est quant à elle installée aux Ulysses, dans l'Essonne. Chez Thomas, on parle français et on mange des feux et du bœuf bourguignon le dimanche. On écoute le top des années 80 et on est obsédé par Bruce Lee et les arts martiaux. Il passe beaucoup de temps chez ses grands-parents, des deux côtés, les week-ends, les vacances, oncles, tantes, cousins, cousines. Le Vietnam n'est pas accessoire dans sa vie, loin de là. Il est simplement distillé dans plein de choses du quotidien. La sauce magie sur le riz, la risoteuse aussi importante que la machine à café, les allers-retours dans le 13e arrondissement de Paris supérieur à la moyenne, mais aussi la forme de ses yeux par rapport à ses potes. Des choses qu'on ne remarque même pas, ou à peine, quand on a grandi avec. Par contre, Thomas n'a jamais été au Vietnam, et son père non plus d'ailleurs. On ne parle pas beaucoup du passé et de ce qu'a vraiment été le processus d'immigration de François et Titem, ses grands-parents. Ils ont plutôt adopté une posture d'intégration, voire d'assimilation, pour ne pas déranger. Maintenant que la première génération d'immigrés n'est plus là pour raconter son histoire, qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on ne saura jamais ? En quoi cela impacte la génération actuelle ? En parallèle, quand Thomas me rencontre, il voit bien que le Liban chez moi, c'est dans tout le temps. Que ça me définit au même niveau que la France, que je connais assez bien mon histoire, mes origines, ma langue et beaucoup de ma culture. Est-ce que ça a eu un impact sur lui ? Pourquoi ? Et comment ? Et vient enfin la question de continuer ce mélange des cultures. Qu'est-ce que la future génération prendra de toutes ces influences ? On n'a clairement pas toutes les réponses, mais on se lance. Yalla, c'est parti. Comme tu le sais, puisque tu suis ce podcast depuis avant qu'il existe, on se parle de double culture, de binationalité, et on a tous les deux des origines différentes, mais on n'a pas le même rapport à nos origines, pour plein de raisons différentes. Ma vision, c'est que déjà moi, mes 2 parents sont de la même origine, donc ça joue aussi pas mal, alors que toi, tu es vietnamien et français de ton père et de ta mère. Donc il y a déjà ça. Il y a aussi tout le passé. On n'a pas les mêmes familles, pas le même passé. Toi, donc t'es pas immigré de 2e mais de 3e génération, puisque c'est tes grands-parents qui sont venus. Là où moi, c'est immigré de 2e génération. Et donc du coup, j'ai envie que les gens entendent ton histoire, parce qu'elle est super intéressante. Moi, je l'adore. Et voilà, et je trouve que ça mérite d'être un peu diffusé. Donc, sans plus d'introduction,
Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se concrétise pour toi d'être franco-vietnamien au quotidien, que ce soit dans les petites choses du quotidien ou dans des choses un peu plus philosophiques C'est à toi la parole. Non, ouais. Là, j'étais dans un podcast, j'avoue, je t'écoutais, j'étais parti. J'ai oublié que c'était moi qui étais dedans. Non, comment je vis ça au quotidien aujourd'hui, la vision, on en a déjà parlé plusieurs fois et tu sais qu'elle est pas hyper linéaire, tu vois. Moi, je me suis rendu compte de beaucoup de choses assez tard, en fait, finalement. Tu te rends pas tout de suite compte de ta différence et là, je pense que c'est d'autant plus différent de ce que toi t'as pu vivre, parce que moi ma mère est française d'origine, donc il y a moins, en tout cas dans une partie de l'histoire de mes parents, il y a moins cette histoire que les deux viennent de l'étranger, en tout cas viennent d'ailleurs, donc c'est clair que du coup les frontières sont assez floues, tu sais pas trop ce qui est d'un côté ou de l'autre. Je me souviens, on a eu cette discussion il y a pas très longtemps là, avec ma sœur, justement t'en es à mélanger un petit peu les concepts, savoir ce qui est de ta construction, plus côté, en tout cas dans mon cas, côté asiatique, que de français. Donc aujourd'hui, ça se traduirait comment? Je te dis, dans la cuisine, je mange bœuf bourguignon, pot-au-feu, de la langue, des quenelles, aussi bien qu'on mange du pho, des nems, des banh mi à l'instant, et nouveau petit ajout aussi dans la liste, moi maintenant j'ai rajouté aussi le libanais, tu vois. C'est vrai. Donc au final, on est sur un nos. Nos. Mais dans l'intro, je demande, tu vois, du coup, ce que ce serait d'être nos, mais nous on est déjà nos. C'est un autre sujet, Donc c'est un autre épisode, ça c'est je encore pense. un autre épisode, tu vas savoir. Du coup, tes enfants, ils sont quoi? Ils sont nos. Quand tu rajoutes du nos sur le nos. Je sais pas. C'est une équation, qu'on n'a pas encore trop exploitée. Ah non, je te jure. Donc tu vois, donc t'as la cuisine Ouais, déjà. la cuisine, ça commence par ça fortement. Il y a le... Alors je sais pas comment je te le déroule, parce que je pense que chronologiquement, je pense que c'est peut-être plus intéressant et ça m'aide aussi un peu plus à me reconstruire le truc. Mais je pense que le premier truc qui te fait remarquer un peu que tu as une double culture, évidemment, c'est l'aspect physique, au sens premier. Quoique tu le remarques peut-être pas toujours tout de suite du premier coup, tu vois. Ouais. Mais effectivement, le fait tu ressembles pas forcément à tout le monde. T'es très à ta place dans la société, là où t'es, dans ta petite école et tout, sauf que le fait que tu sois un peu différent parfois, tu le remarques pas, et c'est les autres qui te le font remarquer. Et ça a été un premier reality check, tu vois. Tu te dis, ah oui, effectivement, il y a un truc chez moi qui est en plus, en tout cas qui est un peu différent, qui est exotique, quoi, finalement. Et que tu retrouves pas partout. Et si tu parles très concrètement, on se parle de tes yeux. C'est mes yeux bridés. Voilà. Mes cheveux raides aussi, ça dépend. Ouais, les cheveux raides, noirs, les yeux bridés. Ouais. Ouais, c'est principalement, je pense à mes pieds plats, mais c'est un peu plus... ça se connaît, ça peut se connaître un peu plus. Et donc du coup, t'as quoi? T'as ce qui fait que cette double culture, cette double culture, elle prend forme au quotidien. T'as un papa qui fait à manger, en plus c'est ton père qui gère la nourriture à la maison. Enfin en tout cas, donc tes parents sont divorcés maintenant, mais à l'époque où c'était pas le cas, au quotidien c'était ton père qui faisait à manger. Et donc... Les gros plats cuisinés, ouais, surtout. Ça devenait la cuisine du quotidien, mais c'était pas des plats du quotidien. Tu prépares pas un bourguignon tous les jours, tu vois. Bon, lui c'est un peu ce qu'il faisait, tu vois. C'est pas la... Et il faisait à la fois du français et du viet, c'est qui est cool. Tout à fait, ouais, les gros plats qui demandent beaucoup de temps en cuisine quand même, entre les fritures, les assemblages, les découpes et tout. Il passait pas mal de temps et autant ça pouvait être mardi bœuf bourguignon, le lendemain c'est feu, on revient sur un pot-au-feu 2 jours après, barbecue merguez. Même parfois quand il a curiosité c'est aller ailleurs, dans d'autres régions, mais non, principalement français. Je trouve que ça joue aussi pas mal en fonction, enfin tu vois, si t'as une mère d'une origine, un père d'une autre origine, la personne qui fait à manger, elle apporte aussi de sa culture, puisque ton père était en charge de la bouffe parce qu'il adore ça. Du coup il faisait des feuilles, il faisait des bobounes, il faisait tu vois toutes ces spécialités là vietnamiennes qu'il avait appris de sa mère et de son père. Tu vois, si ta mère avait fait la nourriture au quotidien, t'aurais potentiellement t'aurais eu moins l'occasion de manger vietnamien. Donc je pense que c'est quand même une chance que ce soit que ton père aime autant cuisiner, parce qu'au final ça a été un moyen de d'accéder à la culture, exactement, clairement via la cuisine.
découvrir découvrir déjà un aspect du pays, d'histoire de la famille, tu vois, que tu connais pas forcément. Te rendre compte aussi que au-delà de ce qui existe un peu dans le quotidien, il y a plein d'autres nouvelles choses. Elles sont dans le tien, donc mine de rien, comme tu les retrouves quand même à la maison, tu t'attends à ce que les copains aussi ils les retrouvent un peu chez eux, tu vois. Ouais. Ce qui est pas vraiment le cas. Il y a un petit, là tu peux être un peu, t'as un petit décalage, mais T'as un souvenir ou pas pas forcément sur la nourriture, mais un souvenir de toi plus jeune, vraiment, je sais pas, primaire ou même, tu vois, même genre début collège, où tu t'es, soit par une réflexion externe, soit parce que toi, t'as commencé à observer et à te dire qu'il y avait un truc qui était un peu différent dans ta famille. Je sais pas si t'as un souvenir concret. non, même pas. Moi, je me souviens d'un truc, c'était marrant, c'était que ça faisait longtemps que j'étais dans mon école avec tous mes petits copains et tout, d'Anières-sur-Seine. Ouais. Et à un moment donné, en cours d'année, il y a quelqu'un qui arrive, qui intègre l'école un peu, qui intègre la classe en cours d'année. Et je me souviens que ses parents, ils étaient traiteurs asiatiques, rue de Bretagne, tu vois, vraiment pas loin en plus, je crois que j'en ai déjà parlé. Ouais. Et je me suis fait la remarque, je me suis dit, putain, c'est vrai que les odeurs qui trimballent sur les vêtements, il y a 2-3 trucs. Non, mais tu vois, je me dis, ah, mais il y a. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup d'asiatiques, surtout en fait, pour dire là où j'étais. Et je me suis dit, ah, tiens, il n'y a pas depuis longtemps, mais lui, il me ressemble sur pas mal de trucs, mine de rien, que j'arrive pas trop à fixer. Il y a un truc. Ouais. Ça devrait peut-être pas se dire, tu vois, mais dans les odeurs qu'il y a un peu sur les fringues qui restent. Ouais, tu vois, ça c'est. Non, mais truc que tu trimbales dans les cheveux, sur la peau, tu vois. Non, mais il y a. En fait, au final, c'est parce que. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, c'est quand il y a quelqu'un qui te ressemblait plus qui est arrivé que tu t'es dit, en fait, peut-être que je ressemble pas forcément à tous les autres. En fait, faut qu'on te tire là. Tiens. Ouais, faut qu'il y ait un truc qui t'interpelle parce qu'en vrai, je pense que dans le quotidien, les enfants font pas du tout attention à ça. C'est. En tout cas. Je pense pas que tu arrives à calculer autant de choses que ça. Oui, c'est plus avec le recul après, quand tu grandis, ouais, tu commences à réanalyser. Et t'as 2-3 trucs effectivement qui vont te réinterpeller, tu vois. Ouais. Mais il y avait une anecdote moi qui m'avait marqué quand tu m'avais raconté, parce que j'ai jamais pensé à ça, c'est que les enfants, quand tu étais plus jeune, trouvaient que ta mère te ressemblait pas. Ouais. Puisque donc, ta mère est oui, française, elle a les cheveux clairs, elle a les yeux clairs, elle a pas du tout les mêmes traits physiques a priori, alors qu'en plus de ça vous ressemblez vachement. Mais je pense que quand t'es enfant, tu te dis juste forcément ton père, on voit tout de suite qu'il est asiatique, qu'il est vietnamien d'ailleurs, plus précisément quand tu connais un peu les nuances aussi. Le rond rentre dans le carré mais pas l'inverse, donc c'est-à-dire que tu es capable de dire que tu peux avoir du blanc dans l'asiatique mais pas de, tu vois, je vois la ressemblance. Ouais. Ben, je sais pas si c'est clair. C'est très. Je ferai une traduction de cette réflexion. Non, mais une phrase qui disait que tu vois, tu mélanges le blanc, le jaune dans une omelette, il reste que le jaune, tu vois. Ouais, c'est ce qui prend le dessus. Et pourtant, il y en a. Ouais, alors qu'en fait. Sur le blanc, t'as pas la texture, t'as pas le moelleux, il reste pas grand chose, c'est tout sec, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très. Tu vois le jaune. Évident, tu vois. Bah oui. Évident, genre, si ta mère elle a pas les yeux bridés, c'est que c'est pas ta mère. Bah ouais. C'est ça? T'avais des réflexions. C'est une association hyper simple et qui est hyper violente en plus à entendre, tu vois, parce que. Enfin, je me dis à quel moment j'ai pu penser comme gamin. Punaise, mais c'est vrai en fait, ils ont raison. Ma daronne, c'est pas ma mère en fait. T'as vraiment été trouvé dans une poubelle. Mais ils ont raison. Ah, non. Comment on me l'a pas dit depuis le début? Non, mais tu vois, et je pense que c'est de l'observation enfantine, bête et méchante, pas forcément. Mais ouais, avec du recul, tu te dis, oh là là. Et moi, je me souviens, ça m'avait un peu. Bah évidemment, ça m'avait un peu choqué. Et, ça te déboussole un petit peu. Moi, j'ai demandé confirmation à la mère aussi le soir, tu vois, et on a besoin. T'étais en primaire, c'est ça? Ouais, t'es tout petit, ouais, c'est ça. Après le début de primaire. Donc, t'as besoin qu'on te réexplique un petit peu si c'est normal. Et là, tu comprends un petit peu plus, toujours des métissages que ça apporte, ce qui te rend différent. Et je pense que c'est un truc Oui, c'est vrai que ça me revient d'ailleurs. Tiens, j'y repensais même pas jusqu'à maintenant, mais des petites phrases de mes parents justement pour accepter un peu le fait que tu sois un petit peu différent et faire face, notamment à l'école, c'est fais de ta différence un peu une fierté, c'est bien justement ce que t'es. T'es pas comme les autres, t'as un petit truc en plus. Après, c'est les mots des mamans, t'es plus beau. Bon, voilà. T'es mon fils. Plus beau que les enfants métis, c'est les plus beaux. Non, mais tu vois l'idée. Et c'est vrai que. Il y a un truc, ça marchait pas tout de suite parce que, ce qui est assez marrant parce que c'est un peu antinomique avec la culture asiatique, on n'est pas trop dans la réassurance personnelle tout le temps.
Mais en tout cas, là-dessus, et ça a commencé, et ça a fait son chemin, et sur plein d'autres trucs, mais ouais, c'est de faire un peu ta différence, un peu une espèce de fierté, en tout cas, pas en avoir honte, et... Ouais. Ouais. C'est pas quelque chose de négatif. Absolument pas, enfin, c'est pas censé l'être, en tout cas. Et du Au coup, contraire. parce que... C'est pas moi que tu vas faire dire ça. Hein, non, c'est sûr. Mais du coup, ça veut aussi dire que... Enfin, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps. C'est-à-dire que c'est facile maintenant de dire ça. Bien sûr. Parce que maintenant qu'on a grandi, on a un recul, sujet, on se dit bien sûr, je suis trop contente et trop fière d'avoir plusieurs origines, d'avoir des influences de partout. Je pense que quand t'es enfant en construction, c'est pas forcément en fait, évident. Tu vas être comme tous les copains, tu vois. Moi, tu veux être ce que le groupe est, donc... Moi, c'est différent aussi, même par rapport à la religion, tout ça. Moi, du coup, c'est bête, tu vois, t'as envie d'être chrétien, tu connais rien à la chrétien, au christianisme et tout, mais parce que tous tes petits copains, ils sont chrétiens, ils vont au catéchisme, ils disent, je veux être chrétien, je veux être comme eux, tu vois, j'ai envie d'être tout pareil. Donc, effectivement, à chaque fois, c'est des trucs qui changent, et le côté un peu réaffirmation de soi, et porter un peu fièrement ce que t'es, ça arrive, je pense, dans une construction, genre beaucoup plus tard, 18-20 ans, et encore. Hein, ouais. Même beaucoup plus tard, pour moi, je pense. Hein. Et il y a un point que je trouve vraiment central dans aussi la différence entre ta façon de vivre le truc et moi, c'est la langue. Puisque donc du coup chez toi on parle français depuis toujours, avec des petits mots vietnamiens qui sont un peu distillés dans les phrases, qui sont plus des expressions ou des façons de parler des gens dans une autre langue quand ils sont là. Est-ce que du coup tu peux un peu nous raconter comment tu penses que vous en êtes arrivé à parler que français alors que ta grand-mère parlait vietnamien et parlait mal français, donc ton père en fait il a entendu le vietnamien toute sa vie. Ouais. Bah, c'est un peu ce que t'as dit en fait. Je pense qu'il y a un truc d'un peu une légitimité, c'est des discussions parce qu'on a eu avec des copains hyper récemment sur qu'est-ce que tu transmets d'un point de vue de la langue, est-ce que tu laisses aussi à tes enfants, ce que tu veux qu'ils repartent un petit peu avec plus jeunes, enfin dès le plus jeune âge en fait. Je pense que évidemment il y avait un truc de l'intégration un peu à tout prix en France, tu vois, où on allait passer quelques petits mots vietnamiens à la maison, notamment ceux qu'on a un peu du mal à traduire tout ça, tu vois, mais qu'on allait pousser le français pour que les enfants ils s'intègrent bien à l'école, pour qu'ils s'intègrent bien en France et qu'ensuite ça déroule. Et je pense que ça un peu jusqu'au bouddhisme avec je pense que c'est aussi un truc qui est aussi très propre en fonction aussi des types d'émigration que tu peux avoir des pays. Je sais que dans la culture asiatique en tout cas, pour avoir échangé avec pas mal de gens, Pierre on me corrigera si je me trompe, mais t'as aussi beaucoup ce truc de là, on n'est pas trop dans l'affirmation, tu ramènes un peu moins, enfin tu ramènes ton pays sur le bas de la porte, mais après une fois que tu la passes, tu vois, c'est on est en France, tu t'adaptes. Toi, t'as senti en tout cas que dans ta famille, ça faisait partie des. Et ça s'est fait un peu comme ça. C'était un peu la ligne de conduite, quoi. Ouais. Je pense qu'on voulait garder un peu le vietnamien pour quelques conversations privées et deux, trois petites bêtises à raconter sur les gens en public. Mais le but, c'était de montrer qu'on était une famille intégrée, je pense, et que surtout pas créer de lacunes, je pense, pour mes parents, mon père et mes oncles et tantes à l'école. Donc on garde le français en langue principale, on ne crée pas d'amalgamage. Ouais, ok. Et du coup, en cascade, ça fait que du coup, ton père parle français avec vous, et donc c'est à un moment donné, la langue, elle s'est arrêtée. Aux gros mots, aux insultes. Oui, aux gros mots et aux insultes. Mais du coup, en tout cas, la langue vietnamienne, elle s'est arrêtée avec ta grand-mère, quoi. Ouais, il y a des trucs qui se sont passés plus facilement de génération que d'autres. La langue, c'est un peu bloqué. La cuisine, c'est encore assez récent parce que la cuisine vietnamienne à fond, c'est quand même, ça date d'il y a une dizaine d'années. Mon père, elle a été un peu... il y a eu un petit break sur la cuisine vietnamienne à un moment donné, tu vois. Mais je pense que la cuisine, c'est ce qui a mieux passé la transmission, la barrière de la transmission, en termes de culture. Et... Du coup, justement, on se parle de transmission. Avec ton père, t'as beaucoup de points communs, beaucoup de choses qui t'a transmises, qui sont soit du fait de la personnalité, soit du fait des préférences, de son intérêt, au-delà de la culture. Tu vois. Non, mais le fait que, tu vois, il y a qu'un des premiers sports que t'aies fait, ce soit le Viet Vo Dao. Ouais.
Qui est un art martial qui est un vietnamien. art martial Une vietnamien. forme de kung-fu, ouais. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Beaucoup de beaucoup de gens. gens. Moi, C'est niche quand même. Hein. Moi, j'ai découvert avec toi, donc je peux pas blâmer les autres. Ça aussi, tu vois, ça peut aussi se percevoir comme, tu vois, une tentative de raccrocher un peu, que ton père te raccroche à un aspect de la culture vietnamienne. T'as raison, moi je pense que je l'ai pas vu, je l'ai pas tout de suite vu comme ça, ouais. Je voyais plus ça à l'époque comme quelque chose du fait de, je suis un papa, j'ai un enfant un peu jeune, je sais pas trop vers quoi le sport diriger, je veux diriger vers ce que moi j'aime. Ouais, c'est sûr. Enfin, tu vois qu'il y a plein d'autres sports. Mais du coup, c'est vrai que là maintenant t'ajoutes cet élément à la réflexion, et évidemment, je pense que ouais, t'as raison, il y a le fait de aller vers un truc que lui aime, les arts martiaux, et se rajouter effectivement le petit ancrage culturel en plus. Le vidéo, ouais, je me souviens, lui, il était assez. Enfin, je sais pas si c'est de la fierté, mais ça lui faisait toujours quelque chose de. Tu vois, que ça compte en vietnamien pendant les pompes. Ouais. Que t'es, mine de rien, l'annonce, enfin l'équivalent de kata, tu vois, et de technique qui soit en vietnamien, je pense que ouais, ça lui faisait un petit truc aussi. Ouais, maintenant que tu dis avec du recul, je pense qu'il y avait aussi ce côté-là, en plus d'ajouter. Enfin, je pense un que petit part de l'héritage un peu culturel. Si mes parents m'avaient mis aux arts martiaux, ou ils m'auraient mis au judo, je pense. Les arts martiaux libanais. Les arts martiaux, il n'y a pas d'arts martiaux libanais. Pas en tout cas officiel. Il y en a, je pense, mais ils sont pas très officiels. Mais tu vois, moi, je sais pas, on m'aurait mis au judo. Enfin, je prends le judo comme exemple beaucoup parce que pour moi, c'est un sport que beaucoup d'enfants font. Tu vois, qui Génération David Douillet en même temps. Génération David Douillet à fond. Gros judoka. Puis Teddy Riner maintenant. Donc, il y a... T'es pas l'âge. Non, pas nous, mais pour les plus jeunes. Et donc, tu vois, je me dis, à la rigueur, ouais, tu vas au judo, tu vas au karaté. Ouais, aussi, putain. C'est quand même pas mal. Mais le Viet Vo Dao, c'est quand même vraiment niche. Oh non, mais Viet Dao, c'est. La porte d'entrée, c'est la culture vietnamienne, c'est sûr. Je pense que tu y arrives pas par hasard. Hein. Ouais. C'est tellement. C'est une niche dans la niche. Déjà, le kung-fu, c'est un peu dans les arts martiaux en France. Il y a déjà dans un petit segment, alors le Viet Vo Dao. C'est quoi? C'est une branche du kung-fu? Enfin, non, c'est. Oui, tous les arts martiaux dérivent un peu d'une forme de combat à main nue qui est venue un peu de Chine. D'accord. Sur des millénaires et des millénaires, tu vois, je peux te dire. Ouais, sur l'histoire, ça mais non, c'est une forme de kung-fu pour simplifier, ouais. Ok. Du striking. Du striking avec un bâton, c'est ça? Non, il y avait du bâton. Et en plus, c'est pas que du striking, parce que quand j'y pense, il y avait des coups de pied ciseaux volants et tout. Enfin, c'est un art martial qui est hyper aérien. Il a ce côté kung-fu mélangé avec du taekwondo. T'as des coups de pied qui volent, des saisies en clé de jambe et tout. C'est assez cool. Là, donc pour donner plus de contexte, Thomas est fan d'arts martiaux de manière générale. Donc il a commencé avec le Viet Vo Dao, puis a évolué vers le karaté. Donc tous ces trucs de coups de pied retournés, ciseaux, etc. C'est un petit kiff. Très bien. Du coup, puisqu'on se parle de transmission, est-ce que tu penses, toi, qui t'a manqué quelque chose, t'as un peu touché du doigt déjà là en discutant, dans la transmission que t'as reçue, qui est ce qu'elle est pour toutes les raisons dont on vient de se parler, tu vois, de ce que ton père déjà lui-même avait reçu, puis ensuite du filtre de génération en génération qui fait que ça s'épure un petit peu. Est-ce que tu penses qu'il t'a manqué quelque chose que tu aurais aimé avoir en plus? Après, c'est purement perso, mais je trouve qu'il y a des trucs qui se rattrapent et d'autres qui se rattrapent un peu moins, tu vois. Ouais. La langue, c'est vrai que c'est dommage, et ça aurait facilité grandement l'apprentissage de l'avoir hyper tôt, et même juste d'avoir des bases, tu vois, mais une langue, ça peut s'apprendre, tu vois. Je suis content déjà qu'il y ait eu la cuisine, et ça aurait été effectivement un gros... Enfin, je trouve que pour le coup, ça aurait été un gros manque, surtout du point de vue du fait que juste on adore bouffer. On adore la cuisine, toi aussi, c'est quelque chose. Donc c'est vrai que ça aurait pu être un manque, mais concrètement, je pense que c'est surtout l'histoire de la famille en vrai. Mieux comprendre les enjeux qui ont mené au fait que mes grands-parents partent, ce qu'a été le voyage, le départ, ce qu'a été l'arrivée, ce qu'a été l'intégration. Ils sont pas arrivés en même temps en fait. Et je pense qu'il y a plein de petites histoires dans la grande histoire que moi j'ai pas en fait, dans l'histoire familiale. Et je continue d'en rattraper des morceaux et à chaque fois tu dis mais donc ok,
comprends des trucs. Ok, donc en fait. Ouais, tu raccroches des wagons en Ouais. discutant avec des cousins, des cousines, Et je raccroche, des oncles, des tantes. quoi. ouais, je raccroche des morceaux entiers de famille à ma grand-mère, là, hyper récemment, des trucs que j'étais pas sûr de bien comprendre depuis 10-15 ans, qui se sont rééclaircis. Ça te donne une toute nouvelle perspective sur l'histoire un peu de ta famille. Ouais. Je pense pas que pour se construire, on ait forcément besoin nécessairement de connaître toute l'histoire, tu vois, mais elle était là, d'autant qu'en plus elle est assez différente et exotique par rapport à celle dans le pays dans lequel je vis, donc je pense que d'autant plus, moi en tout cas, j'aurais beaucoup aimé savoir un peu bah voilà, tout ce qu'a pu traverser mes aïeuls. Ouais, carrément. Quand même. Et potentiellement, un voyage au Vietnam aussi, ça pourrait être une occasion. Ce sera pas forcément pour Ah, rattacher bien les sûr. wagons avec ta famille, précisément. Non, c'est même pas le mais but, par hein. contre, C'est même pas le but en ouais, fait, parce c'est que plus de mettre un pied dans le pays, quoi. ça, j'ai un peu tiré une croix là-dessus, malheureusement. Tu vois, l'histoire familiale, je pense que elle est un petit peu perdue, et avec les données un peu qui restent là, parmi les vivants, je vais essayer d'un peu de continuer de recoller les morceaux, mais ouais, j'ai un peu tiré une croix là-dessus. Ce sera d'autres choses, tu vois. Ouais, Ce sera l'histoire du pays en lui-même, tu vois. Ce sera découvrir l'influence du pays en elle-même, et comment elle a pu s'exercer sans mes grands-parents, sans mes parents, enfin sans mon père. Oui, puis c'est tout bête, mais tu vois, moi je le vois quand je vais au Liban, c'est les odeurs Ouais. de la rue, c'est, tu vois, la moiteur dans l'air. Enfin, tu vois, je sais pas, il fait pas. Le soleil, c'est pas le même. Je sais que c'est, comment dire, factuellement faux, mais le soleil, c'est pas le même. Ici, c'est pas le même qu'au Liban, je ressens pas la chaleur de la même manière. J'ai pas tu vois, le niveau de pollution est pas le même, la nature est pas la même. Enfin, et toutes ces choses-là, ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est trop important pour réussir à projeter aussi. Ça crée un ancrage de fou, ouais, c'est clair. À fond. Te projeter dans les odeurs, les couleurs, les sensations. Les gens, tu vois, juste comment les gens comment ils appréhendent des étrangers, comment est-ce que le contact est facile, pas facile. Enfin, c'est plein de choses. Moi que je trouve super super important. Ouais, parce que c'est fou, parce que c'est vrai que tu te dis, il y a près de 50% au sens de mon code génétique qui appartient à cette partie-là, mais je dirais bien qu'il y a 95% de mon être qui est en France, tu vois, au final, malgré tout. C'est 5% qui sont sonores, tu vois, mais la culture, l'éducation, tout le système qui m'a entouré, ouais, c'est très franco-français, donc te dire, ouais, c'est cette partie de moi là. Qu'est-ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est, en quoi elle a participé à ma construction, et qu'est-ce que je veux derrière aussi avoir envie de laisser, tu vois. Qu'est-ce que je me fantasme aussi, peut-être, tu vois, pourquoi pas, tu vois, ça se trouve je me fais énormément de films sur plein de choses. A contrario, peut-être que tu vois, je suis peut-être trop pessimiste sur d'autres. Il se trouve, il y a même un travail de déconstruction à faire sur l'imaginaire que j'ai du pays là-bas. Enfin, c'est trop important d'y aller. Le voyage, il est trop important, ouais, c'est clair, il faut y aller, quoi. Et puis il est important à titre perso, et puis il est important aussi en famille, je pense. Enfin, ça c'est un peu un rêve de pouvoir partir avec tes frères et sœurs, je sais pas si tu l'as ton dit, père et même ta mère. Mon père y est jamais allé. Ma mère aussi. Et ouais, je sais pas si t'as dit que mes parents étaient divorcés, je sais pas si ça a été précisé, mais je sais plus où j'allais avec ça. Que ta mère que même si ta mère est française, elle est. Pour moi, c'est bien. Moi, à mes yeux, ma mère, elle est vietnamienne, tu vois. Elle est aussi vietnamienne que moi. C'est vrai. Même plus, parce qu'elle a connu mon père depuis plus longtemps. Ouais. Certes, elle n'a pas le sang, génétique. Moi, j'ai le sien, par contre, mais elle l'a pas. Mais 30 ans d'identité vietnamienne, ça a autant d'impact sur la personne qui est le conjoint, tu vois. Et moi, je me rends compte aujourd'hui, fièrement marié, et qu'une femme libanaise, tu vois, c'est. Et ma maman, c'est aussi peut-être aussi un peu mon modèle là-dessus, c'est qu'elle, elle a absorbé le truc, la connaissance du pays qu'elle a, qui est beaucoup plus nette, enfin, elle n'est pas parfaite, hein, mais qui est nettement supérieure à n'importe quel Français, évidemment, tu vois. L'attrait pour la cuisine, des trucs d'éducation aussi, un peu qu'on retrouve, et de valeurs qu'on retrouve maintenant un petit peu chez elle, tu vois. Je pense qu'ils ont un peu des teints de mon père. Elle emploie les mêmes termes que vous quand vous parlez vietnamien. Quand on parle les gens de la rue, parle vietnamien, ouais, c'est clair. C'est marrant. Non, mais donc ouais, elle est. Ce serait super intéressant aussi d'avoir son point de vue. Moi, j'aimerais trop. Je lui poserai la question la prochaine fois de comment, tu vois, dans les années 80, elle a, tu vois, elle a vécu le fait d'être dans un couple mixte. Pas forcément, c'est beaucoup plus répandu maintenant. Ça l'était un peu moins à l'époque. Et surtout comment elle a embrasser un peu la culture vietnamienne,
Parce que toi, t'embrasses tellement la culture libanaise, Mais tellement à fond, que je pense que ça, en effet, ça devait être ton modèle, quoi. Je peux te répondre partiellement sur la première. Ouais. Et avant que j'oublie sur ce que tu viens de dire, moi je pense déjà, c'est ce que je te dis, moi l'exemple c'est ma mère en fait, là-dessus, sur le fait d'embrasser la culture libanaise, c'est mon repère, c'est tel que ma maman l'a fait au final. Et de ce que la façon ont vécu leur couple dans les années, alors tu dis, ils se sont rencontrés, ma mère a 18 ans, 69, on est plutôt dans ces années-là. Ouais, 80. T'es né en 92, ça devait être fin 80. Ouais, milieu, fin de 80. Et des souvenirs que j'en ai, des discussions que j'ai pu avoir, il y avait du racisme, alors même intrafamilial, parce que ma maman aussi vient d'une famille française. Donc il a fallu faire accepter mon papa, dans cette famille-là. Ouais. Et aussi me parlait, et ça c'était un truc qui m'avait marqué parce que ça semble tellement loin, mais ouais, le regard des gens, apparemment, ouais, tu vois, c'était des couples qu'on dévisageait énormément, les couples mixtes, ce qui peut sembler hyper chelou pour nous, je pense, maintenant, tu vas te dire. Et c'est encore le cas. Mais c'est beaucoup, encore le beaucoup cas, moins. évidemment, et toutes les communautés réagissent pas pareil en plus. Ouais. Mais moi, il me disait effectivement, les couples mixtes, ça courait pas les rues, et ouais, ils sentaient vraiment un poids des regards parfois. Alors, on s'en s'est permis des petites réflexions, surtout à ma mère aussi, tu vois. Ouais, bizarre, quoi. Ouais. Bizarre à l'époque. Pas ouf. Ouais, c'est déjà pas parfait en ce moment, et il faut se dire que c'était un peu potentiellement pire encore avant. À l'époque, ouais. Et c'est... Et justement, tu vois, tu parlais de ce que t'as... Un peu du modèle que t'as eu via ta maman, de ce que ton père t'a transmis, un peu tout ça de mélanger. Qu'est-ce que toi, t'auras envie de transmettre à tes propres enfants maintenant que, nous, il y a trois origines différentes, il y a trois cultures différentes. On a une culture française tous les deux qui est très forte. Ouais. Et on a en plus de ça une partie de ta culture vietnamienne, une partie de ma culture libanaise. Comment tu vois un peu tout ça se mélanger, surtout sur la partie vietnamienne? Tu l'as bien dit, le truc, il est... on rajoute encore une couche à la couche. Donc, ce que je vais transmettre, le modèle de transmission et ce que vont vivre potentiellement mes enfants, tu vois, c'est encore quelque chose de complètement différent de ce que j'ai. Ce que je pense que ça, c'est un truc, j'en suis revenu, je pense. C'est que la culture, elle va pas se partager à part égale, en fait, et c'est ok. Je me suis posé un petit peu la question, et même dans nos discussions, tu vois, on essaye toujours un peu de se dire qu'on va transmettre en respectant le précaré de l'autre et en donnant suffisamment pour que tout s'exprime à part égale. Mais en fait, même à travers moi, ces différentes identités, elles-mêmes, elles s'expriment pas à part égale. Ouais. Donc c'est là que c'est compliqué. C'est là où j'ai aussi besoin, moi aussi, un peu de finir, de me construire, tu vois. Mais ce qui est important, et ce que moi je veux réussir à faire, après c'est que des mots, tu vois, mais c'est en tout cas réussir à transmettre 100% de ce que moi j'ai. Ok. 100% de ma culture française, 100% de ma culture vietnamienne qui ne représente peut-être que 5 à 10% de ce que je suis, mais je veux en transmettre 100%. Beaucoup plus. Je pense en vrai. C'est beaucoup plus que 10%. Et aussi mon côté libanais, mais parce que c'est une culture que j'ai reçue, qui m'a pas vu grandir. Donc j'ai aussi une façon de vivre un peu cette culture libanaise qui est un peu différente. Et de la même manière en fait que ma mère m'a transmis sa culture vietnamienne à elle, en fait, au final. Sa vision. C'est pour ça que le blend il est encore complètement différent, tu vois. Et moi idéalement, alors tu vois, c'est pas important pour moi qu'ils parlent le vietnamien, mais à côté de ça, pour moi c'est hyper important qu'ils connaissent la cuisine et qu'ils s'y intéressent. Encore une fois, c'est des trucs qui nous parlent à nous à chaque fois. Je pense qu'on a toujours le biais de notre propre personnalité là-dessus. Mais la cuisine, il y a une partie, en vrai, tu vois, il y a une partie du culturel. C'est cool parce qu'en ce moment, on a un soft power asiatique assez cool. Alors, il n'est pas vietnamien, mais moi, je pense qu'il y a à apprendre, tu vois. Il est panasiatique. Il est panasiatique, mais il peut être utile. J'ai vu, il y a une commu TikTok vietnamienne, tu vois. C'est vrai. Il y a deux trucs. Ok, parce que pour l'instant, la Corée vous mange quand même. La Corée nous mange. La Corée vous mange en termes culturels, ils sont vraiment balèzes. On est encore un peu à la ramasse. Mais tu vois, en même temps, enfin, et pardon, peut-être que je digresse, donc remets-moi sur le droit chemin. Tu sais que je digresse tout le temps, mais ça m'intéresse fou. Moi, je trouve que justement, la façon dont la Corée, l'espèce d'étude de cas là, de la Corée qui culturellement, tu vois, avec une nouvelle génération,
a réussi à apporter autre chose que les États-Unis, tu vois, en termes de culture populaire en France, et ben je trouve que c'est trop cool et que c'est un peu... Ça ouvre la porte. Enfin, ça ouvre la porte à potentiellement d'autres pays Ouais. qui sont pas des pays qui étaient forcément très en vue dans la culture mainstream, que ça puisse quand même émerger, quoi. Je trouve ça trop bien. Ils vous ont un peu ouvert la porte, quoi. Ouais, moi je pense que mon adolescence ça va être grave cool 15 ans plus tard, tu vois. Ouais. Comme ton frère qui a 20 ans de moins que toi, lui, il surfe sur... Il surfe sur BTS, sur la cool. culture geek. Fortnite, c'est trop cool de jouer à l'ordinateur maintenant. Trop bien, les mangas, c'est trop stylé. Les Marvel, c'est de la balle. Les ramen, c'est trop bien. On n'a pas vu la route. Non, donc, Jules, si tu nous écoutes, sache que ta vie est tellement plus simple que celle de ton frère, avec les mêmes passions. Vous vivez pas la même chose, quoi. Je t'ai ouvert la voie, Julius. Ouais. Je suis sacrifié pour toi. Remercie-nous, s'il te plaît. Enfin, pas moi j'ai rien fait. Mais oui, en tout cas, je trouve que c'est un bon signal. De fou. Et ça fait plaisir. C'est trop bien. Non, en vrai, c'est trop bien parce que... le truc complètement à part, mais si on parle de trucs qui te rattachent et qui te fait vivre un peu ta différence, c'est vrai que... je rétro-réflexionne sur des sujets. Vas-y. Mais tu vois que la présence de rôle modèle, et ça c'est en tout cas de repères un peu culturels, d'icônes un peu culturelles que tu peux avoir. Moi c'était trop cool, j'en avais, tu vois, je m'identifiais à Son Goku, machin, c'est de la balle, mais bon, pas du tout valorisé dans la culture à l'époque. On manquait un peu de personnalité forte un peu, je trouve, d'acteurs, des trucs qui disent que les asiatiques c'est cool, tu vois, sinon c'est Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, en fait c'est toujours un peu plus une insulte qu'autre chose, tu vois, quand on dit ça, alors que ce sont des hommes incroyables, littéralement ils vous fracassent qu'on se dise la vérité, donc de dire ah super tu ressembles à Jackie Chan, t'as envie de dire merci, je sais que ça venait pas, j'espère en fait parce que je peux t'écraser avec ma main. Non mais c'est vrai que ça manquait un peu de représentation asiatique, en tout cas quand t'as grandi, quoi. Ouais là je sais pas si on en a plus, mais en tout cas c'est plus, encore une fois pas forcément vietnamienne, hein. Là on parle plus panasiatique, mais tout comme moi, avoir une représentation arabe déjà c'était ouf. Ouais, bien sûr. Tu vois, avant que Shakira arrive, c'était quand même moi je prenais tout ce qu'il y avait, hein. Même si c'était pas des Libanais, j'étais là, c'est pas grave, elle me ressemble un peu, il me ressemble un peu, ça suffit. Mais tu vois maintenant avec si tu transposes à la représentation juste asiatique, juste d'avoir des yeux bridés et d'avoir des cheveux un peu différents, des cheveux noirs et raides comme les tiens, et bah quand tu regardes Squid Game, qui est juste un énorme phénomène, de ouf. Si toi forcément ça donne une espèce de crédibilité, tu vois, comme si t'avais besoin d'aller la chercher dans la culture populaire. C'est triste, mais en fait c'est un peu le cas, tu vois. Ça valide un peu le côté cool que forcément toi t'avais pas à l'époque, parce qu'on n'avait pas de phénomène aussi énorme, et peut-être que je me trompe et j'aimerais bien d'ailleurs si d'autres personnes ont d'autres idées, mais tu vois à l'époque c'était pas forcément t'en avais je pense, mais c'était pas aussi récurrent, tu vois, c'était un peu une exception, énorme. Tu vois. Tu peux avoir tu vois, je prends mon exemple à moi en tout cas, t'as Mulan. Oui, c'est vrai qu'il y a carton. Ouais. Sauf que t'as 15-20 ans, t'as pas grand chose entre les deux. Du coup, le truc, ça devient un peu la valeur de référence, voire une petite insulte un peu, tu vois, genre, c'est la Mulan, tu vois, et tu te tapes ça pendant 15 piges, t'en as marre. Tu peux demander à ta sœur. Hein. Donc c'était pas très. Ouais, tu vois. Parce que tu dis que ta sœur, Exactement. C'était pas compliqué, on l'appelait Mulan parce que c'était le plus simple, quoi. Alors que tu mets quelques héros cool de manière récurrente, un peu badass. Moi, c'est ouf, mais quand il y a eu le Shang-Chi, là, le film Marvel avec Simu Liu, si je me trompe pas, je suis désolé si je me trompe si je me trompe de prénom. J'étais tellement content de voir un main role, tu vois, dans un film Marvel asiatique. C'était même s'il était je crois qu'il est chinois, Singapour. Je sais pas, je crois qu'il est chinois, si je dis pas de bêtises en tout cas. Il se tape, il est beau gosse, il est stylé, dans un Marvel, c'est le héros. Je dis putain, stylé de ouf. Ouais, c'est cool. Mais frisson quand il commence à faire du kung fu dans le tram à San Francisco. Tout ce que t'aurais voulu avoir, quoi. Petit. Et ça arrive, c'est bien, c'est cool. Faut pas regretter. Non, faut pas regretter, y a rien à regretter. Ça va de l'avant, c'est le bon sens. Et la dernière question que je voulais te poser, elle est plutôt sur quand on se rencontre, donc il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, moi je suis déjà bien libanaise, enfin tu vois, c'est la blague que je dis souvent, mais t'as pas besoin de plus de 10 minutes oui. Quand tu me parles pour comprendre que je suis libanaise, parce que je le dis assez rapidement. Un drapeau toujours prêt. J'ai toujours un drapeau prêt à être dégainé. Et voilà, et moi ça a toujours fait partie de ma construction. Ça a jamais été voilà, ça s'est fait au fur et à mesure, hein, bien sûr, mais bon, c'était quand même bien présent, très ancré.
Comment toi tu l'aperçois en fait, la façon dont j'agite mon drapeau, comment tu l'apercevais, puis comment tu l'aperçois au quotidien, toi, comment tu la décrirais à des gens qui me connaissent pas, tu vois? Ouais. Au début, moi en tout cas, tel que je l'ai ressenti, j'ai trouvé ça un peu écrasant. Parce qu'effectivement, pour toutes les raisons que je t'ai citées avant, tu vois, où on a une façon de vivre notre biculture un peu différemment, là où on la vit de manière un peu plus pudique. Pour moi, c'était assez marrant de voir quelqu'un, tu vois, hyper flamboyant là-dessus, tu vois, à vachement revendiquer, et surtout avoir les gens autour s'y intéresser aussi. Il y a de ça aussi, tu as parlé de soi, est-ce que ça intéresse les autres, est-ce que tu vas s'ouvrir là-dessus, sur mes origines et ma culture, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour les autres? Et ouais, moi, du coup, ça m'a vachement étonné, parce que du coup, tu portais assez haut ton drapeau. Et non, et les gens, c'était hyper intéressant, et moi, pareil, je pense que c'est du fait aussi que je sois issu de biculturel, tu vois, mais je trouve ça hyper intéressant, parce que tu découvres tout un tas de trucs, tu vois. Moi, j'étais persuadé que t'étais algérienne, j'apprends que t'es libanaise, qu'il y a des arabes sur un autre continent. J'exagère, tu vois. C'est des arabes sur un continent différent. Pas que au nord de différent. l'Afrique, en fait. Non, mais je plaisante, tu vois, mais c'est ça que le monde arabe, tu le connais assez peu. Enfin, ça dépend d'où tu viens, mais en tout cas, en France, j'ai pas l'impression qu'on le connaissait très bien jusque maintenant, tu vois. On connaît bien le Maghreb parce que on a tous, Voilà, à un moment donné, la France et le grandi, Maghreb, de toute façon, une histoire commune beaucoup. une histoire commune hyper liée, Forte. et puis beaucoup d'immigration qui fait que Énorme. nous, pour nous, c'est classique. Rencontrer des C'est Algériens, des automatique. Marocains, des Ouais, c'est Tunisiens, c'est easy. Bah ouais, On en connaît tout plein, ouais. évidemment. Et là, du coup, c'est d'autres arabes, ils n'ont pas les mêmes plats, pas les mêmes mots, pas les mêmes... Enfin, Ouais. tu vois, donc redécouvrir tout ça, et non, moi je trouve ça, moi je me nourris de ça en vrai, donc tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Le monde il est grand, il est vachement divers quand même, donc franchement, Il y a de la place pour tout le monde. il y a de la place pour tout le monde, ouvre-toi aux autres, et tu vas voir, ça va bien se passer, tu vois, il y a énormément de trucs à apprendre. Moi j'ai été hyper content, tu me parles de qu'est-ce que j'ai ressenti de découvrir ta culture. Je sais pas, j'allais manger chez ta mère. Ça, C'est une bonne façon de découvrir la culture libanaise, C'est tu vois. incroyable. Enfin, l'art de la table, on y revient encore, et tu vois, on est nous deux, on est quand même un mélange de trois cultures de la table quand même assez importante, de la Trop de chance. convivialité et On a trop de chance. du partage et du langage de l'amour via la nourriture quand même. Qui est très fort. Ouais, ça résonne bien, tu vois, on fonctionne plutôt bien comme ça. Donc évidemment, tu vois, découvrir la culture par la cuisine, les anecdotes de ton papa, tu vois, sur leur vécu, essayer de te projeter un petit peu sur la vie au Liban, les bouquins, les photos. Et en fait, je pense pas que ce soit du désintérêt, mais en fait, d'avoir quelqu'un qui rentre dans ta vie, qui apporte un petit peu ces choses-là, en fait, automatiquement, tu vas peut-être plus t'y intéresser que tu aurais pu le faire dans le quotidien. Bon, tu c'est vois. sûr, ça faut être honnête. C'est un truc tout Ouais. bête, mais moi je pense pas que je serais aussi intéressée par le Vietnam si on n'était pas mariés, Ouais. ou si on n'était pas ensemble depuis longtemps, tu vois. Ouais. Maintenant, tu vois, autant je suis très française et très libanaise, autant j'ai vraiment de la place pour le Vietnam dans ma vie, tu vois. Je trouve ça trop bien, je suis trop contente. J'ai trop hâte que voilà, qu'on aille à la pagode, qu'on aille faire... tu vois, qu'on aille faire une cérémonie bouddhiste, juste pour que je comprenne ce que c'est, Bien sûr, ouais. c'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait toute seule, et de savoir que potentiellement c'est un truc qu'on peut faire ensemble, même si toi tu le connais pas bien, que t'as déjà fait. Donc moi ça m'ouvre aussi, tu vois, en termes d'ouverture spirituelle, c'est trop intéressant. D'ouverture, bah oui, parce qu'on n'a pas la même religion. Donc tu es athée, je suis chrétienne maronite. Mais t'as quand même un héritage bouddhiste et un héritage plutôt catholique aussi des deux côtés. Voilà, ouais. T'as un peu les deux, mais t'as rien gardé à 100% non, en tout dans cas. ma foi, il n'y a rien. Il n'y a pas de Dieu, il faut le dire comme ça. La spiritualité est présente, mais la foi, mais pas la foi. religieuse, vraiment, l'est pas. Et donc, tu vois, c'est intéressant. Moi, je t'ai amenée à l'église. Je t'ai amenée à l'église en France, mais plus via des mariages, parce que je vais pas à la messe de manière régulière du tout. Genre, j'y vais une fois par an. Pardon Jésus, pas bien. En tout cas, donc, voilà, ma religion ne s'exprime pas forcément par le fait d'aller à l'église, mais je t'ai amenée à l'église au Liban. Ouais. Et t'as dû remarquer que... Les 7 églises même. T'as fait les 7 églises, c'est vrai. C'est vrai que t'as fait un bon petit tour. Pas qu'une, t'en as fait un paquet. Mais voilà, tu vois aussi que même le poids de la religion au Liban versus la France, ça n'a rien à voir. Même la façon de gérer sa religion, ça n'a rien à voir. Mais du coup, toi, t'as découvert ça avec moi. Oui.
j'ai pas cherché ni à te changer, ni à t'imposer quoi que Non, ce du soit, tout. mais c'était une ouverture que je trouvais cool et que toi, t'as toujours... dont t'as toujours été curieux. Parce qu'on a un mode de fonctionnement aussi assez spécifique, où on se laisse la place aussi d'être ce qu'on est et de prendre ce que l'autre offre, tu vois. Et la religion, tu vois, Sans forcer. c'est typiquement un exemple. Et sans forcer, ouais, parce que je pense que c'est pas une bonne idée de forcer, en fait. Non, c'est sûr. Et non, mais c'est hyper intéressant de découvrir aussi une culture à travers une religion, et de spiritualité, évidemment, tu vois. Ça explique tellement de choses sur tout, sur tellement de trucs. Rapport aux ancêtres, les moments de recueillement, la place de la famille, la place des parents, tout ça, en fait, c'est vrai que c'est hyper important. Ouais, le rapport au destin, le rapport à Ouais, plein de aussi. choses, et c'est très lié à la religion. Et du coup, même si toi, c'est pas central du tout, ça m'ouvre quand même une porte que je trouve trop chouette et trop intéressante et qui peut que m'apporter un truc positif, quoi. Donc ça, j'aime bien. L'athéisme? Non, pas l'athéisme. Pas l'athéisme. Tu vois, toujours, ouais, les gens croyants, ils veulent toujours imposer leur truc et tout. Les athées aussi, ok. Les athées, ils veulent trop imposer l'athéisme. Ils veulent vous déconvertir, Ils veulent trop vous déconvertir tout le temps, là. Arrêtez de me déconvertir, c'est bon, là. Non, plutôt la partie bouddhiste. Oui, mais ceci dit, très intéressant aussi pour moi de comprendre comment parce que le fait d'être athée, c'est pas neutre. Ah non. Être athée, c'est déjà un choix. Être athée, ça a un impact sur la personne, tu vois. Tu renonces à la vie après. Ça, voilà, c'est le plus voilà. dur. Non, mais du coup, être athée, c'est pas neutre. Ça, je voulais le préciser. Et donc, je rigole en disant on n'a pas l'athéisme, mais au final, bien sûr que ça a un impact sur moi, parce que je vois aussi comment toi, tu appréhendes la vie et la mort et tout ce que ça implique, et c'est très différent quand t'as une religion et quand t'en as pas. Mais en tout cas, pour la partie vietnamienne et donc l'héritage bouddhiste que tu peux avoir, moi ça m'intéresse trop d'aller voir, tu vois, à quoi ça ressemble une cérémonie. Et moi aussi ça m'intéresse de découvrir, pour le coup. Oui, d'y retourner. Ce qu'on dit pas, c'est que tu as pour été le une coup, fois ou c'est deux que fois c'est que j'y suis allé peut-être 2-3 fois au temple. Pour visiter la grande pagode de Bagneux, là, le chantier éternel, notre Sagrada Familia. C'est vrai que c'est en chantier. Ça a été en chantier. Je sais même pas si c'est encore. Enfin, je sais même pas ce que c'est encore, mais ouais, on avait visité le chantier. Et la pagode, pour honorer ma grand-mère, parce que je crois que tu as un rite des morts qui s'étale sur plusieurs mois, si c'est pas une année, il me semble. Donc c'est une manière aussi, pareil, très différente d'honorer les morts et de se recueillir, ouais, complètement, mais que je connais au final assez moins, donc, mais que j'ai envie de creuser. J'ai 2-3 habits, donc évidemment je vais peut-être reconnecter des points. Mais t'as plus été à l'église qu'au temple. En soi, oui, je connais plus le christianisme, évidemment, que le bouddhisme. Tu connais très bien la paix du Christ, et puis t'as 2-3 chansons de mariage, vraiment, c'est ton moment, quoi. J'ai quelques sons dans la playlist. Mais j'ai mis un petit Bouddha sur mon petite étagère aussi, mine de rien. Pour ceux qui sont sur YouTube, on voit, il y a un petit Bouddha qui trône sur notre étagère. Et moi, j'aime bien, tu vois, c'est aussi pour rappeler, c'est des petites choses, tu vois, c'est aussi, ça peut paraître aussi anecdotique que d'avoir une risoteuse pour faire notre riz, que d'avoir des petits bouddhas dans la maison. C'est pas, ça peut paraître complètement... Ou une statue de Saint-Charbel pour évidemment la partie maronite. Mais ce que je veux dire, c'est que même côté vietnamien, on a plein de petites choses que nous, on met dans l'appart qui peuvent paraître 100% anecdotiques. Mais en tout cas, pour moi, c'est un témoignage et un rappel aussi constant que... il n'y a pas que mon histoire dans ce foyer, on est deux, et qu'il y a des petites choses que tu m'as apportées au quotidien que je trouve importantes, qui peuvent paraître anecdotiques, mais que moi je trouve importantes. Et ça me fait penser d'ailleurs, encore une grande parenthèse, une petite parenthèse, mais il y avait des hôtels chez ma mère, enfin il y avait un petit hôtel aux ancêtres, s'il me semble bien, chez mamie, tu vois, un petit pupitre avec 2-3 offrandes, je crois, de l'encens surtout. Et je crois t'en parlais avec tes cousins la dernière fois, mais c'est un vrai truc. Image. Et ouais, c'est vrai que c'est là, littéralement, t'enlèves tes chaussures, chaque fois que tu vas devant, c'est là sans trop calculer. Et là, je me rends compte avec du recul, évidemment, je me dis, non, c'est pas un truc, c'est pas hyper commun en fait. Si t'es pas bouddhiste, non, ouais, c'est ça. Ouais. Et ce rapport à avoir un peu tes ancêtres avec toi, et les honorer de manière régulière, c'est vrai que ça, c'est un truc. Mais ce qui est cool, tu vois, c'est qu'on peut aussi le creuser ensemble. Parce qu'il y a plein de choses que t'as encore envie de creuser de ton côté. Donc moi, je vais juste
me glisser et le creuser avec Bah toi. ça, on s'en est souvenu il y a 10 jours, je crois. Ouais. En parlant avec les cousins, encore Bah une ouais, fois. tiens, comme quoi ça sert. Ouais, ça sert de ouf. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et ben de rien beaucoup. Bah, de rien beaucoup. On va ranger le bureau parce qu'on l'a mis dans un sacré état pour pouvoir filmer et enregistrer. J'espère que tu auras envie de refaire un épisode. Peut-être qu'on aura envie de creuser un sujet. Avec grand Et plaisir. d'ici là, je te dis au revoir, mais je te vois dans 3 secondes. Au revoir. Allô, ça la bisous. Bisous. Vous avez écouté Nos Nos, le podcast moitié-moitié. Moitié français, moitié libanais.